Une élégance rare sont la preuve que la grande beauté n'est pas incompatible avec les hautes performances. Vous avez l'air seul. What did he say? You're alone. C'est un Américain, il parle pas français. Oui, il s'appelle. Qu'est-ce qu'il fait? Who are you? What you doing? I'm an American film director. My name is Samuel Fuller. I'm here to make a picture in Paris called Flowers of Evil. C'est Monsieur Samuel Fuller. C'est un Américain, c'est un producteur de cinéma. Il est là pour faire les fleurs du mal. Pour le plaire, c'est bien. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma. He said he wants to know exactly what his movie is. Well, a film is like a battleground. C'est comme une bataille pour un film. There's love, L'amour, hate, la haine, action, l'action, violence, la violence death. et la mort. In one word, emotions. En un seul mot, c'est l'émotion. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 10, épisode 33. Petite citation pour commencer et citation d'importance qui devrait nous servir dans la vie de tous les jours, qui nous vient directement de Samuel Fuller. On n'avale jamais la fumée d'un cigare. Et oui, c'est bien donc dans En attendant Godard, l'émission de cinéma Quel est mieux que les autres, et cette citation de Samuel Fuller peut se trouver en quatrième de couverture de son autobiographie Un troisième visage qui était paru en France il y a quelques années. Et de Samuel Fuller, il va en être question exclusivement dans cette émission et celle de la semaine prochaine. Donc, car cette année, il y a une grosse actualité Samuel Fuller en France, notamment à l'occasion d'une rétrospective au mois de mars à la Cinémathèque française. Et à la Cinémathèque de Toulouse. Et à la Cinémathèque de Toulouse. Donc, à cette occasion, plusieurs on va dire, publications, que ce soit vidéo, graphiques ou des ouvrages, simplement des livres de chercheurs, sont parus. Donc, on va y revenir donc, sur le cinéma du grand Sam, son parcours, sa vie, on va dire, pour le moins mouvementé, et on parlera donc de ces différents ouvrages qui sont parus, notamment deux qu'on a reçus, qu'on a eu le plaisir de recevoir en service de presse. Le premier, c'est Samuel Fuller, Le choc et la caresse, donc ouvrage co-dirigé par Jacques Déniel et Jean-François Roger, qui est paru chez l'éditeur Yellowno, l'excellent éditeur de Yellowno, donc qui sont basés en Belgique, et aussi un documentaire de Samantha Fuller, donc la fille de Samuel Fuller, qui a été édité chez Carlotta, pareil au mois de mars, qui s'appelle Fuller Life. Pour parler de ce jeu programme, bien sûr, nous avons la fine fleur de la critique, puisqu'il y a le retour de Air Force One Floclay. Bonsoir Erwan. Bonsoir Thomas. Il y a aussi l'homme qui bientôt animera une superbe émission sur cette antenne carrément fleurée. Bonsoir Thibaut. Salut à tous. On ne peut plus rien dire. Exactement, mais vous êtes ici mon cher Thibaut pour l'ouvrir, et nous comptons bien sur le fait que vous allez l'ouvrir mon cher, car vous avez des choses à dire, et les Français veulent savoir. En dehors de tout politiquement correct en plus. Bien sûr, car nous ne sommes pas comme ça dans cette maison. Aussi, à sa gauche, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, il y a donc Carla. Bonsoir Carla. Salut tout le monde. Et bien évidemment, à la mise en son de cette émission, il y a le technicien le plus pugnace de cette rédaction, il y a Gal. Bonsoir Gal. Bonsoir. Voilà, donc c'était les forces en présence. Tu fais bien la voix RMC. RMC, bien sûr. Les grandes gueules. Donc tout de suite, les news. Pas de news vraiment très importantes, on va juste rester sur du local. Parce que donc ce qui nous intéresse pour le coup, c'est ce qui se passe dimanche à l'Arvor à Rennes, donc le dimanche 27 à 21h, 21h15. Nous aurons le grand, l'immense et le plaisir et la grande joie donc de présenter Starship Trooper de Paul Verhoeven. Donc qui passe dans sa belle copie restaurée qui était ressortie donc il y a 2 ans je crois. Donc dans le cadre des films du dimanche qu'on compte lancer avec les copains du cinéma est mort après les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, il y a de ça un mois et demi. Donc là nous allons continuer là-dessus, un rendez-vous que l'on espère rendre régulier.
Et donc la première séance avait été carton. Là c'est pareil, il risque d'y avoir beaucoup de monde, donc vous pouvez aller d'ores et déjà cette semaine à l'Arvor, réserver vos places pour la séance de dimanche, parce qu'on pense en tout cas il risque d'y avoir du monde, donc à 21h, 21h15, et on va mettre en place dès ce soir donc sur notre Facebook un concours qui vous permettra de gagner 2 places pour la séance de dimanche. Donc voilà, vous avez bien sûr toutes ces modalités sur les réseaux sociaux. Voilà, donc il n'y a pas ça. Donc on est très content de le présenter. Ça va être très bien. Ça sera rapidement au début. On prendra pendant une dizaine de minutes. Donc le chef-d'œuvre de Paul Verhoeven et son importance absolument cruciale dans la carrière de Paul Verhoeven, dans le cinéma américain et dans le cinéma contemporain de manière générale. Tout à fait. Voilà. Absolument. Autre chose à ajouter, messieurs ? Non. C'est un bon film, sinon on peut le dire quand même. Oui, vous pouvez venir. Voilà, bah oui, venez. Hein. Donc voilà, de toute façon, il n'y a rien qui sort parce que Cannes est fini, tout ça. Notre ami Jean-Luc a eu la palme spéciale. Il y a quand même Palme d'Or spécial. Terry Gilliam. Terry Gilliam qui a enfin réussi à sortir son film, ce qui est c'était un peu la grosse news du festival. Quand même. Mais donc, Erwan est très content parce que donc Jean-Luc a eu sa palme d'or spéciale parce que ça sent un peu le sapin quand même pour Jean-Luc. On va pas se le cacher, pendant sa conférence de presse, on voit que le maître de Mont-sur-Rôle n'a pas l'air au top de sa forme. On verra. Voilà, le parcours T'as vu le film, Erwan ? Non, il sortira chez nous à l'automne, je crois. C'est prévu. Mais... Enfin, il sera d'abord diffusé sur Arte, en fait, et après peut-être dans des salles. Okay. Donc, c'est-à-dire que Frémo et ses copains pissent de l'essence dès qu'ils disent que Netflix veulent passer des films, et non, c'est pas possible, blablabla. Mais alors, par contre, quand c'est Jean-Luc et Arte, ça va, il n'y a pas de problème, quoi. Hein, y a vraiment une justice à 2 vitesses dans ce bas monde. Comme quoi, on voit bien que les Suisses pro-chinois sont vraiment toujours en odeur de sainteté. Mais bon, on aura, je pense, largement l'occasion de revenir sur le meilleur troll de l'histoire du cinéma, donc c'est-à-dire notre ami Jean-Luc, lors de la sortie du film, que ce soit en salle ou sur Arte. Même si je pense qu'il y a quand même pas mal de salles à l'Arvor ou au TNB, en tout cas chez nous, qui passeront le film de Jean-Luc, donc le livre d'images. Un peu en rapport avec Godard, du coup, donc en intro, on a entendu un extrait de Pierrot le Fou, dans lequel faisait un caméo Samuel Fuller et qui expliquait sa conception du cinéma. Et donc nous allons pouvoir attaquer la section de cette émission. Donc nous allons revenir sur le parcours du grand Samuel Fuller, donc cinéaste né en 1912, mort en 1997, auteur d'à peu près une vingtaine de longs métrages pour le cinéma, plus après sur la fin de sa carrière quelques films pour la télévision, notamment des épisodes de série télé de la série allemande Tator. Et oui, exactement. Ah oui. Donc, on peut vraiment tout faire à la télé allemande à l'époque. Il y aurait sûrement une étude à faire sur les séries allemandes des années 70, mais après ça demande à mon avis beaucoup d'abnégation. Et donc c'est quelqu'un qui commence à travailler assez jeune. Donc il est fils d'émigrés juifs. Il a grandi dans le Massachusetts, si je ne dis pas de bêtises. Et très jeune, lui et sa famille partent donc à New York, et c'est là qu'il commence à faire ses premiers travaux, puisqu'il travaille comme copy-boy pour des journaux new-yorkais à plus ou grand moins tirage. Et c'est par là en fait qu'il va commencer sa carrière véritablement. Donc très jeune, à 12 ans. À Park Row, justement, un film, qui est le lieu en fait des journaux à New York. C'est vraiment la grande rue des médias, et c'est là qu'après il en tirera un film là-dessus un peu plus tard dans sa carrière. À 17 ans, il devient reporter criminel à San Diego, ce qui en faisait quand même le plus jeune reporter criminel. Effectivement, à 17 ans, aller arpenter les scènes de crime, c'est a priori pas donné à tout le monde. Et donc par ça, il va beaucoup se mettre à voyager sur le territoire américain, et il va écrire tout ce qu'il voit, surtout qu'il évolue dans le décor de la Grande Dépression. Donc, décor tragique qui, on le sait, a été propice à de nombreux films au cinéma, et surtout énormément de romans. Et après, il va se mettre à écrire pour les autres, soit donc il sera nègre pour écrire des romans, ou bien parfois pour commencer à écrire des films. Il devient auteur de pulp donc au début des années 30, donc ces romans à bon marché imprimés sur du papier un peu pourri, qui étaient souvent des polars, des bouquins d'aventure, des bouquins de science-fiction. Et c'est vraiment là-dedans, en écrivant énormément des pulps, qui va en fait faire son style, qui est un style assez âpre, assez sec, assez efficace, parce que donc les pulps, faut que c'est un format court, il faut que ça aille directement à l'essentiel, et c'est là-dedans qu'il va commencer déjà à avoir un peu ce regard sur la détresse du monde qui l'entoure, que ce soit quand il était donc un reporter criminel à 17 ans, ou après en arpentant tous les États-Unis. Assez rapidement, il va mettre un pied à
à Hollywood, en fait, en étant notamment sous contrat avec la Warner, où il écrit et réécrit beaucoup de séries B, donc qui seront réécrits par d'autres, qui seront mis en scène par plus ou moins des tâcherons, mais c'est vraiment dans les petites économies des grands studios. Mais bon, c'est un mec qui dit il aime écrire et surtout ce qu'il aime déjà dans ses romans et dans les premiers films qu'il écrit, et il le fera tout au long de sa carrière, c'est montrer des professionnels au travail. C'est un truc qui est extrêmement important. Peu importe, on va dire, le champ professionnel qu'il investit, que ce soit les différents corps d'armée qu'il a pu filmer ou bien les différentes professions de flics, de reporters, tout ça, vraiment, c'est un truc qui l'intéresse énormément. C'est comment est-ce que les pros travaillent et comment est-ce qu'on fabrique une histoire à partir de ça, justement. Et donc évidemment, là, 1945, qu'est-ce qui arrive en 1939, Erwan ? Je ne sais pas. Eh bien, il se passe, figure-toi, la Seconde Guerre mondiale. Car il y avait quelqu'un en Allemagne qu'on appelait l'Allemagne nazie, qui s'appelait Adolf Hitler, qui était légèrement autoritaire et intolérant. Il tenait des propos intolérables, qu'il n'y a pas de tolérance. Et donc, ils ont fait la guerre. Et à ce moment-là, donc, notre ami Samuel intègre la première division d'infanterie de l'armée américaine, qu'on appelle la Big Red One, qui est une des plus vieilles en fait, divisions d'infanterie américaine, qui date de 1917. C'était les premiers soldats américains qui étaient venus aller foutre sur la gueule aux Allemands dans les tranchées françaises. Et lui, donc, il est volontaire, parce que à la base, vu qu'il bossait plutôt dans le journalisme, dans la com, tout ça, il avait été assigné aux communications. Sauf que Samuel, lui, il n'en avait rien à foutre de rester planqué derrière. Ce qu'il voulait voir, justement, c'était le terrain, c'est voir les hommes sur le terrain et faire l'expérience de la guerre et surtout combattre le fascisme et se battre pour la démocratie. Quelque chose qui est très important dans sa vie donc, et dans son cinéma notamment, malgré de nombreuses accusations dont il était victime pour pas mal de ses films, où il était traité de faf dans tous les sens, d'un communiste, d'anticommuniste. Voilà, communiste mais anticommuniste, bref, en général c'est plutôt les gars bien. Et donc c'est la Big Red One, ils ont fait comme beaucoup des principales campagnes de la Seconde Guerre mondiale, enfin en tout cas de la deuxième partie, donc en Afrique du Nord et puis en Sicile et après donc à Omaha Beach. Il a réussi à survivre à 3 débarquements comme ça, après percer à l'est de l'Allemagne, où donc on y reviendra, je pense, plus largement la semaine prochaine, mais donc il avait participé à la libération du camp de Falkenau, qui n'était pas un camp d'extermination, mais qui était un camp de concentration. Donc on y reviendra largement, mais c'est quelque chose qui est extrêmement aussi important dans son cinéma. Donc il est blessé plusieurs fois, il est décoré aussi plusieurs fois, et il retourne à Hollywood, où il revient comme employé de la Warner Bros., où pareil, il bosse sur différents films. Et enfin, en 1949, il a l'opportunité de faire son premier film, I Shot Jesse James. Donc j'ai tué Jesse James. Je ne sais pas si vous l'avez vu ici, les autres. Qui est, on peut en parler déjà. C'est vrai que c'est un film qui est assez intéressant parce que ça contient quand même beaucoup de choses de la carrière à venir de Fuller. Notamment, on va dire, de montrer en fait le revers de la légende. Là-dessus, c'est presque un film en fait qui suit donc que Robert Ford qui a assassiné son pote Jesse James, et du coup après ça suit le parcours de Robert Ford plus que de s'intéresser à James. Et ça serait un peu justement un genre de revers de Ford qui dit dans Liberty Valance imprimer la légende. Là au contraire, on laisse toute la légende de côté pour plus s'intéresser à la petite histoire un peu tragique derrière tout ça. Ouais, en fait, Samuel Fuller déréalise en fait le western complètement. Après, il y a tout un pan, enfin selon la classification d'André Bazin, en fait, il y a 3 pans du western. T'as le western classique, le surwestern et le western crépusculaire. Bon, le western classique, c'est la mythologie américaine. Le surwestern, c'est le western qui a conscience d'être un western. C'est ce qu'on appelait après non, c'est pas les western révisionnistes qu'il a été plus en termes de sujet sur les. C'est par rapport aux Indiens, point de vue. Ouais. Et là, le surwestern, en fait, ça se voit très bien. Par exemple, il y a Le Gaucher de Arthur Penn qui est une espèce de matrice du surwestern. Il y a aussi le Shane, l'homme des vallées perdues de George, je ne sais plus. Stevens. George Stevens, merci. Et en fait, ici, ça se voit très bien parce que il y a 2 choses, notamment au terme de 2 choses extrêmement simples, c'est la pièce de théâtre et la chanson, en fait, qui font que Jesse James, en fait, devient une légende et on va légende en direct. Voilà. Et on va mettre en scène cette légende et le film va représenter cette mise en scène de la légende. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est un film. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce film. Je l'avais jamais vu. Je trouve que c'est un sur-chef-d'œuvre, ce truc. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant parce que c'est un film qui est très court parce que tous les premiers films de Fuller sont assez courts, ils font à peu près dans les 1h20 comme ça, et c'est vrai que c'est quand même extrêmement ambitieux pour un premier film d'avoir un sujet pareil qui en termes de mythologie du western et de mythologie américaine est quand même extrêmement forte parce que Jesse James est une des figures de brigands les plus connues de l'histoire du western américain. C'est un peu justement le prototype même
du truand de western. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de plus prendre Robert Ford que James. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est déréalisé, parce qu'en fait, Jesse James, bon, on spoil ou pas, on va être un peu obligé quand même, quoi. Mais au bout de, en gros, de 25 minutes, en fait, Jesse James n'est plus là, en fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, il y a deux choses. Enfin, il y a pas deux choses, il y a plusieurs choses. Il y a déjà cette force qu'a Samuel Fuller à filmer des laissés pour compte. Ici, c'est un laissé pour compte, on va dire émotionnel, parce qu'en fait, il a tué Jesse James, mais jamais il ne va, en fait, l'assumer complètement d'un point de vue émotionnel. Donc du coup, en fait, Fuller va s'intéresser un petit peu à la psyché de ce traître, hein, enfin de ce lâche. Et puis, en même temps, il y a ce côté, si on va vraiment dans la forme, il y a ce côté extrêmement sec de la mise en scène qui apparaît dès le début, dès la première séquence en fait du film, qui est un peu qu'on pourra retrouver dans Pick Up in South Street, donc le port de la drogue en français, où en fait, c'est ça, hein, oui. C'est ça, ouais. où en gros, en quelques plans, des regards. Fuller et un endroit clos. Fuller en fait va mettre en place son action et avec les différents enjeux entre tous les personnages, c'est absolument brillantissime comme proposition en fait d'introduction. Et c'est là que Fuller en fait le style Fuller naît dès la première séquence de son premier film, c'est absolument prodigieux. Et de voir une filmographie se construire au bout de 5 minutes. C'est programmatique en fait du reste de la film. C'est exactement ça, c'est absolument vertigineux. Oui, c'est ça, et c'est pareil des regards, mais je pense qu'on y reviendra surtout aussi la semaine prochaine avec peut-être The Big Red One aussi sur le regard, la question du réel et du rapport des personnages à ça. Mais ce que tu dis est très juste sur les introductions, les séquences d'ouverture des films de Fuller. Qui sont souvent quand même in your face. Il y a quand même celle de Naked Kiss, qui est quand même exceptionnel. Quoi. Qui est, vraiment, donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un coup de poing qui est face caméra. C'est ça. La caméra se prend un coup de poing. Voilà. On est du point de vue de... Voilà, c'est vraiment une question du mec qui se fait tapasser la gueule. À la place de la caméra. Et ou même dans 40 tueurs. Ouais. Tout de suite. Avec la chevauchée, justement, des chevaux qui arrivent sur l'écran. Et donc, son premier film... Juste une chose aussi, c'est que par rapport à son parcours que tu as évoqué, c'est que mine de rien, Fuller... est comme est le nom, enfin en tout cas le titre du livre qui est sorti en même temps. Donc il y a 2 autres livres, un chez Rouge Profond par Franck Lafont sur Fuller, qui est un très gros livre, et un petit livre aussi est sorti chez Capricci par Jean Narboni qui s'appelle L'homme à fable. Et je trouve que le titre est intéressant pour cette question de fabulation, de aussi récit et de fabulation justement, parce que je voulais venir aussi, donc je disais parler de son autobiographie, donc qui s'appelle Un troisième visage, qui est passionnante à lire, mais avec Fuller, il faut faire très attention parce qu'il avait quand même sacrément tendance à raconter du bullshit total sur beaucoup d'aspects de sa vie et à faire un certain... C'est quelqu'un qui parlait énormément. Voilà. Énormément. Et qui en fait, je sais plus, c'est un copain qui me disait qu'il connaissait, qu'il avait au bout d'un moment plus trop de mémoire et en fait, il reprenait les trucs que d'autres avaient dit sur sa vie et qu'il prenait pour réel. Donc, ce qui fait que la bio est vraiment très agréable à lire, mais il y a certains trucs où tu te dis, faut peut-être y aller mollo, quoi. Il y a quelque chose aussi qui est très présent dans ces films, c'est l'aspect très biographique, en tout cas de ses propres expériences de journaliste et de la guerre, soldats, et aussi peut-être de témoins oculaires de l'histoire. Oui, c'est ça. Et la manière dont il s'approprie sa propre histoire pour en raconter d'autres. Complètement. Et pour mettre le spectateur à la place aussi de ce que lui a pu vivre, etc. C'est trouver des solutions de mise en scène à ça. Un cinéma de faits, les faits sont là. Qu'est-ce qui ça reste avec un côté de journaliste. Et le côté vraiment aussi, c'est une vérité des personnages à un moment donné. C'est vraiment ça. En fait, il y a plein de choses. Il y a un truc, c'est un cinéma des faits, comme tu disais, un cinéma professionnel en fait, ou professionnalisant à la manière dont Friedkin peut le faire, ou Michael Mann a pu le faire de manière contemporaine. Mais tout en donc un cinéma des faits, sans la fascination peut-être. Sans la fascination, parce qu'il va quand même parler d'une mythologie américaine. Parcro par exemple le fait très bien, ou même en français, donc le film s'appelle J'ai vécu l'enfer de Corée aussi, Style Helmet, qui est un film dédié en fait à l'infanterie américaine. Sacrée ouverture aussi. Pure ouverture, mais le casque là c'est complètement mortel, mais il va s'attacher à des petites gens, on va dire ça comme ça, je dis ça de manière absolument pas péjorative, mais tout en prenant en compte le cadre et la grandeur américaine qui va
qu'il va analyser, qu'il va un poil triturer, mais dont on ne saura jamais en fait finalement ce qu'il en veut, ce qu'il veut en dire. C'est pour ça qu'on a traité Fuller de raciste, de faf, de communiste, d'anticommuniste, de un peu de tout et n'importe quoi, alors qu'il me semble qu'il y a une chose extrêmement importante chez Fuller, c'est l'antiracisme de base et l'antifascisme le plus évident en fait possible. Et c'est à ça finalement qu'on reconnaît que ça irrigue. Et ces deux postures-là irriguent finalement toute sa filmo. Notamment, et puis on reviendra il va même très loin là-dessus, tu parlais de racisme ou autre, c'est-à-dire qu'il y a des plans dans Shock Corridor, il y a des plans hallucinants où un personnage, donc Black, porte un costume du Ku Klux Klan et croit être blanc, ce qui provoque aussi c'est un film qui se passe dans... Il croit même être à la base du Ku Klux Klan. C'est un film qui se passe dans un hôpital psychiatrique, justement. Exceptionnel. Et c'est Frédéric Bonneau, le directeur de la Cinémathèque, qui disait, j'ai vu ça enfin il me semble que c'est lui qui disait ça, que Samuel Fuller, il avait pour... but de représenter les mots MAUX de l'Amérique. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est vraiment très présent, c'est tout ce que vous avez dit. Oui, c'est ça, en fait, ouais. Mais tout en ne faisant pas une dissertation non plus. Les films de Fuller ne sont pas des films à thèse, ce ne sont pas des grands... Si on prend un sur-chef-d'œuvre de film à thèse ou des grandes fresques épopées, genre comme Cimino l'a fait avec La Porte du Paradis, où il prend un épisode précis pour nous raconter comment le capitalisme a envahi en fait le mythe de la frontière. En gros, La Porte du Paradis, ça peut être une lecture de ce film-là. Fuller, en fait, sur des choses raccourcies, avec l'action vraiment à la base de tout, des films d'1h20 et des séquences par-ci par-là, mais extrêmement fortes, voire limite surréalistes. Il y a cette image célèbre de lui avec le revolver pendant le tournage. Oui, parce qu'en fait, action avec le revolver. En fait, Fuller, donc pour donner le signe de l'action, il tire avec son flingue en tirant sur son cigare. Et en cela, il peut être aussi un cousin ou un proche aussi d'un Samuel Peckinpah quelque part. Oui. Il y a un peu la même attitude. Moins désabusé quand même. Il y a parce qu'il y a toujours de l'espoir en fait chez Fuller. Même dans ces films, dans ces films de la guerre, J'ai vécu l'enfer de Corée. À un moment, on peut peut-être irriguer dans sa filmo. Donc mais justement, j'allais y venir parce que tout à l'heure vous parliez, donc Carla parlait de dire les mots de l'Amérique, et ce qui fait, pour le coup, c'est que c'est un peu aussi ce qui rapproche Sam Peckinpah et puis Samuel Fuller, c'est que les personnages qu'ils mettent en scène, donc c'est soit des minorités, c'est soit tous des mecs qui sont des désaxés, ou en tout cas des rebelles au sein du système dans lequel ils bossent. Que ce soit les différents militaires dans Steel Helmet ou dans La Porte chinoise. Ou les journalistes dans Park. Dans Park Rose, c'est toujours des mecs qui sont un peu en porte-à-faux et qui essayent de... Même si certains peuvent être un peu désabusés, en fait, c'est eux qui arrivent à ramener le certain humanisme en tout cas une vision des choses plus claire et beaucoup plus responsable que les différents autres personnages. Et d'aller aussi sur ce qui fait l'humain et sa vérité aussi en termes pulsionnels. C'est quand même quelqu'un aussi où il y a ça, il y a la faiblesse. Il y a vraiment la faiblesse humaine, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir les idées et tout ça, mais on est quand même aussi en train de raconter et de mettre en scène des personnages, des situations où justement qu'est-ce qui va révéler l'humain ou l'inhumain à un moment donné. Enfin, c'est vraiment ça dans ces films. Surtout dans les différentes actions, plus que dans leurs paroles d'ailleurs. Ah oui. Mais c'est des mecs à la marge qui du coup impulsent la raison aux autres personnages. C'est ça qui intéresse aussi finalement. Tu parlais de Jesse James, c'est que c'est le titre du film de Dominique qui s'appelait par le lâche Robert Ford. Donc c'est un personnage qui l'intéresse plus finalement que Jesse James. Parce que et puis encore ce côté de lâche se tirer dans le dos, même dans donc J'ai vécu l'enfer de Corée, il y a aussi ça où il y a la séquence où le sergent Zach, donc le héros de ce film-là en fait, va sous le coup d'une pulsion désobéir à sa hiérarchie militaire quand il va buter en gros le prisonnier. Et malgré tout le professionnalisme de ces gens-là, malgré leur sérieux et malgré toute la mise en scène immersive, donc qui nous fait vivre en fait ce professionnalisme-là, il y a cette faille qui est toujours là, constante. Et en fait, donc J'ai vécu l'enfer de Corée est un film extrêmement, il me semble extrêmement ambitieux parce que en quelques lignes de dialogue, il nous fait croire, il nous montre l'horreur de la guerre, il nous montre les professionnels, il nous montre une immersion avec des plans aussi qui sont absolument fabuleux parce que en termes de travelling, Fuller c'est absolument prodigieux. Et en même temps, il y a cette scène, ces scènes absolument inouïes où tu as le soldat nord-coréen qui va voir le black et qui va voir le japonais. Non mais regarde ce que va faire l'Amérique. Et toujours cet espoir. Non mais peut-être que maintenant c'est la merde, mais tu verras dans 20 ans ou dans 50 ans, ça ira mieux. Mais
est-ce que Fuller était un grand naïf ? Je pense pas, parce qu'il a quand même vu Non, puis c'est un film qui est le pire, il a vu les pires atrocités humaines. Donc je pense pas que ce soit finalement un naïf. Je pense juste que c'est un humaniste convaincu. Et c'est un film qui n'est pas fermé aussi. J'ai vécu l'enfer de Corée, parce qu'à la fin, donc il y a un carton quand les soldats repartent se battre, c'est il n'y a pas de fin à cette histoire. Pour dire qu'en fait, cette petite escarmouche dans le film, en fait, c'est un truc qui va perpétuellement se reproduire, parce que c'est lui, par exemple, ce qu'il avait vécu lors des différentes campagnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un film extrêmement important pour lui aussi, parce que c'est son premier gros succès. Donc c'est un film de guerre, mais c'est son premier gros succès, et ce qui après va lui permettre de signer avec Darryl Zanuck, qui était le patron de la Fox, et qui lui fera un contrat pour, je crois, pour 5 ou 6 films. Mais après, il aura d'autres succès avec ses films suivants, ce qui fait qu'il pourra partir en indépendant. Il sera distribué par d'autres, mais c'est lui qui produira ses propres films, ce qui aussi va expliquer la liberté de ton et la liberté de mise en scène qu'il pourra avoir dans ses différents films et dans ses différents sujets. Que ce soit dans 40 tueurs, ou un film assez compliqué, on va dire, en tout cas dans la réception, comme Pick Up on South Street, donc le port de la drogue en français. Et on va revenir de toute façon rapidement tout à l'heure sur le pourquoi de ces deux versions, après une petite pause musicale. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était Francesco Guccini avec La Velaneta. Pourquoi ? Aucun rapport. Donc nous parlions de Samuel Fuller et de son cinéma, et on va revenir aussi donc sur plusieurs choses qui sont parues, notamment deux en tout cas que nous avons pu consulter. Donc il y a un documentaire de Samantha Fuller, la fille de Samuel, donc qui s'appelle Fuller Life, qui en fait est très simple. C'est un film qui dure 1h20 où différentes, on va dire, personnalités du monde du cinéma, que ce soit Friedkin, James Franco, Jim Jarmusch, Bill Duke, lisent en fait des extraits donc de Un troisième visage, l'autobiographie de Samuel Fuller. Tout ça monté sur un matériau inédit, puisque Samantha Fuller a retrouvé dans les archives de son père énormément de films qu'il avait pu filmer, que ce soit dès sa jeunesse dans les années 20, 30, la guerre, et puis après. Donc c'est un montage là-dessus. C'est un film qui est quand même assez beau, parce que c'est vraiment les mots de Samuel Fuller. Après, c'est quand même assez léger, parce que quand on a lu le bouquin, finalement, on n'a pas une énorme matière à apprendre, mais c'est plus pour le travail d'archives qui peut être fait dessus, qui est vraiment intéressant de voir le jeune Fuller quand il était soldat, puis un peu après, et ses différents démêlés avec Hollywood. Même si je trouve que ça reste quand même assez léger là-dessus, finalement. C'est-à-dire qu'elle aurait pu en faire un film de 3 heures sans problème, vu la taille de l'autobio et puis la vie de Fuller. Et l'autre côté, c'est un truc beaucoup plus analytique et je trouve beaucoup plus complet. Donc c'est Le choc et la caresse, ouvrage collectif dirigé par Jacques Daniel et Jean-François Roger, donc le programmateur de la Cinémathèque française, qui donc plusieurs années après leur gros bouquin sur Ford aussi ont dirigé un ouvrage collectif donc sur Samuel Fuller, où il doit avoir une vingtaine de auteurs différents, et certains, on peut dire, un peu de sang neuf par rapport à ce qu'on peut voir. Bon, évidemment, il y a toujours des viennes badernes comme Narboni ou... Non. Non. Il y a Samokhi qui est dedans. Alors ça, on va pas parler de Samokhi, mais... Ah bon ? Il y a Laurent Le Forestier. Voilà, par exemple, il y a des gens très bien, donc comme Laurent Le Forestier, Big Up Laurent, donc qui en plus écrit pas de favoritisme là. Pas du tout, c'est pas du favoritisme. Kino qui a écrit vraiment un super texte donc sur Samuel Fuller, cinéaste responsable, et qui parle notamment donc de Pick Up on South Street, un de ses films majeurs et un des films les plus mal compris et plus décriés, notamment en France. Donc on va peut-être en parler maintenant. Donc c'est-à-dire que le film était jugé comme trop anticommuniste en France, et donc il est sorti dans 2 versions. En France, ça s'appelle Le port de la drogue. Et pourquoi ? Parce que dans l'histoire originale, c'est une histoire de microfilm que un personnage, un pickpocket qui est joué par Richard Widmark, prend par erreur, un microfilm qui est destiné à des agents communistes. En France, ça devient en fait un microfilm aussi, mais qui contient une recette de drogue nouvelle, machin. Donc une histoire totalement différente. Et quand le film est sorti en France, et notamment à Paris, le film est passé en VO dans les quartiers chics et les quartiers riches, le quartier latin par exemple. Et la VF est sortie que dans les quartiers populaires, genre Barbès ou bien la Goutte d'Or. Ce qui fait qu'en fait, ils n'avaient pas du tout la même vision du film. Et un mec comme Luc Moulet, à l'époque, qui donc, lui, c'est les McMahoniens, tout ça. Non, c'est pas lui. Cahiers. Oui, les cahiers, mais aussi le cinéma McMahon. Lui, tu vois, il se voulait plus un genre de mec populaire. Donc, il allait voir Le port de la drogue en VF, ce qui fait qu'il n'avait pas du tout la même vision que les autres du film, notamment Godard ou bien Truffaut, qui ont toujours été dans les cahiers des grands défenseurs, donc... Tout à fait, de Fuller. Du cinéma de Fuller, puisque Godard
l'a mis notamment donc dans Pierrot le Fou, et donc ils n'avaient pas la même vision du film. Et à partir de là, en fait, il s'est déroulé chez les Caillis une genre de scission entre la vision morale des choses et la vision ultra politique des choses, parce qu'en fait, les deux n'avaient tout simplement pas vu le même film. Et c'est une histoire assez importante parce que ça explique aussi beaucoup de choses de la réception de Fuller en France. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'on n'a pas finalement trop dit jusqu'ici, c'est que Samuel Fuller, c'est aussi quelqu'un de très important dans l'histoire du cinéma américain, comme l'a pu déjà le faire dans le documentaire de Martin Scorsese et Michael Henry Wilson, Voyage à travers le cinéma américain. C'est quand même un archétype du contrebandier du Maverick. Voilà, du Maverick. Donc, et aussi, du coup, véritablement de l'auteur au sens où, dans les cartons, dans les génériques des films au début... C'est Samuel Fuller, et après le titre du Produced, film. Written and directed. Et c'est vrai que c'est assez important parce que donc, lui... comme beaucoup de cinéastes Maverick en fait américains dans son propre pays, il est plus considéré comme un bon faiseur, un bon artisan en tout cas à l'époque. Et la reconnaissance critique, la reconnaissance critique viendra plus en France. Et donc comme tu le rappelais dans le doc de Scorsese et de Michael Henry Wilson, donc c'est une partie qu'il appelle les contrebandiers en anglais, c'est les Mavericks, dans lequel on peut mettre des mecs comme Robert Aldrich, comme plus tard Sam Peckinpah, comme John Cassavetes dans une certaine mesure aussi. Donc c'est-à-dire des mecs qui œuvraient quand même plutôt a priori dans des budgets d'une autre manière, mais quand même, puisqu'il est d'une question selon aussi le rapport, mais comme Nicolas Ray aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui investissaient donc les genres les plus populaires et en tout cas les plus rentables, donc c'est-à-dire le film de guerre, le polar et puis le western, et dans tout ça, ils arrivaient à instiller des thématiques et des motifs qui, on va dire, étaient quand même assez ardus à... Le doublé Naked Kiss Shock Corridor, fallait le faire quand même. Et puis même, par exemple, avec, alors... des budgets on parlait des questions de minorité et des questions raciales. Fuller, c'est quand même un des cinéastes qui, les premiers, en tout cas dans des films populaires, a mis des personnages de japonais et de noirs qui étaient intéressants et qui n'étaient pas juste là pour être les faire-valoir du héros. Que ce soit dans J'ai vécu l'enfer de Corée, dans Fix Bayonet, La Maison de Bambou. Voilà, ou dans La Maison de Bambou, et dans ce film un peu plus tardif, entre guillemets, qui est Le Kimono pourpre, où là, il y avait aussi des personnages donc, de minorité américaine qui étaient extrêmement importantes et qui, en fait, prenaient même le pas sur les personnages principaux. C'est-à-dire que la voix de la raison, en fait, venait plus des minorités raciales américaines que du personnage de héros blancs, a priori. Et ben en fait, c'est exactement ça, parce que si on repart un peu sur J'ai vécu l'enfer de Corée, ce sont ces personnages-là, ces minorités, en fait, qui parlent plus de l'Amérique que le personnage principal. Et c'est extrêmement important. Et ces minorités-là, on les retrouve notamment aussi dans le port de la drogue, parce qu'on est sur des Mavericks, sur des professionnels, mais sur des truands, sur des prostituées, sur des maîtres chanteurs, en gros, mais que Samuel Fuller, ne juge jamais, et deux, surtout, laisse en vie à la fin, avec une possibilité de s'épanouir, tout en restant finalement eux-mêmes, c'est-à-dire des Mavericks eux-mêmes. Donc c'est assez intéressant. C'est surtout que si vous ne connaissez pas ou vous n'avez pas non plus vu les films de Fuller, il faut les voir, mais c'est aussi l'entendre. Donc sur YouTube, on peut trouver des choses. Il y a beaucoup d'entretiens qu'il a donné. Parce qu'il a une façon de parler, une énergie qui est assez dingue en fait. Et c'est vrai que tout le monde lui reconnaît. Il a une vraie gouaille new-yorkaise. Il a une gouaille qui est incroyable. Et donc dans cette possibilité, capacité faire des grands gestes à partir dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que c'est un vrai conteur. Il joint l'acte et la parole, l'action et la parole. Et c'est que du coup, il arrive, je le disais tout à l'heure, c'est que dans un des documentaires... où il y a Tim Robbins notamment et puis Quentin Tarantino, donc un documentaire qui est disponible sur le coffret de Wild Side des Introuvables à l'époque, Shock Corridor et Naked Kiss, et donc justement on accompagne Tim Robbins notamment et Tarantino dans son garage aux États-Unis, parce qu'à ce moment-là Fuller vit à Paris, et voilà, on suit justement on a des moments avec lui et on voit bien que c'est quelqu'un qui sait à la fois traduire en mots et quand il explique, et qui sait raconter un film, donc son scénario, mais in situ. Et ça, c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que il a ce sens quand même aussi visuel des choses. C'est-à-dire que la mise en scène chez Fuller est quand même, il faut le dire, c'est vrai parce qu'on n'a pas encore trop parlé. On la remarque quand même, c'est assez stupéfiant quand même les idées qu'il a. Quoi. Le découpage est... Shock Corridor, c'est une leçon. Il y a notamment dans le côté sur très le découpage, court, voilà, sur le découpage, vraiment des fois, et puis sur le montage, sur donc le rythme, sur le découpage. Alors comme beaucoup de films qui sont assez opératiques sans être non plus des trucs de matu vu, mais c'est comme une caméra qui est extrêmement mobile, qui est en perpétuel mouvement, avec des cadres
avec plutôt bien branlé. voilà, mais avec comme beaucoup plutôt des focales qui sont plutôt courtes et qui du coup accentuent la profondeur de champ, et en termes de montage, notamment donc dans Shock Corridor, où il y a des scènes de violence mentale et puis d'hallucination qui reprennent beaucoup au cinéma expérimental des mêmes années, quoi. Que ce soit avec des flashs, avec du travail sur les couleurs tout d'un coup. Je sais même pas s'il y a une passerelle. Enfin, on peut la faire. Non, je sais pas. Mais à mon avis, c'est lui qui le conçoit de cette manière. Je sais pas, mais en fait, vraiment, tu peux rapprocher ça de ça, parce que d'autres cinéastes américains font les mêmes genres d'expériences au même moment, mais lui, il le fait dans le cadre d'un film commercial avec de la thune. Il faut aussi voir Fuller raconter dans Cinéma sur la séquence de montage de Pick-up. C'est sur c'est génial ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Après, il y a des choses importantes, c'est que donc il est très carpenterien en fait, plutôt Carpenter. Il a le sens du travelling hallucinant, et pour lui aussi le plan d'ensemble, comme tu disais, voilà, focale courte. Mais quelle morale y a-t-il dans ces travelling, mon cher Thibaut? Mais aussi le plan d'ensemble, parce que c'est une aventure qui est commune aussi. Si on part un petit peu sur comment s'appelle son film sur le journaliste Park Row, en fait, Violence à Park Row en France. Ouais, qui est un peu débile quand même, donc qui narre en fait la mise en place d'un journal, en fait, le Globe dans le New York en 1886, du fin 19e siècle. Il y a deux types de plans qui sont extrêmement intéressants. C'est quand la fine équipe en fait va se mettre en place, toujours ce plan d'ensemble, et on se resserre autour de l'idée principale, du personnage principal qui va monter le journal. Et à la fin, il y a un travelling au milieu du film, il y a un travelling absolument prodigieux avec toute une rue de New York. Qu'on filme avec les gens qui lisent le journal et compagnie. Et ce film-là a une mise en scène extrêmement dynamique. Mais tu parles la diffusion de l'information. Un travelling comme celui-là, il y a 40 tueurs aussi à la fin. Ouais. Mais là, il le fait déjà, donc on est en 1952 quand même. Et en fait, c'est extrêmement important, il me semble, parce que ce plan d'ensemble et ce travelling dans le sens de Park Row est hyper important, parce que on narre l'histoire de la création, donc c'est une rédaction en mouvement complètement toujours, et surtout c'est Greeley qui est souvent cité. Greeley, c'est le journaliste qui a écrit la fameuse phrase grow up, go in the West, young man, et grow up with the country. Enfin, en gros, va à l'Ouest. Enfin, en gros, c'est la profession de foi de l'Amérique. C'est la profession de foi de l'Amérique. C'est Frédéric, c'est Turner, c'est La Frontière et compagnie. Et c'est Horace Greeley qui l'a écrit, et il est constamment cité comme étant finalement le père fondateur du journalisme à l'américaine. Et ça, cette notion de mouvement, de plan d'ensemble, d'absence de profondeur de champ, ça participe en fait de cette mythologie américaine. Mais néanmoins, il y a toujours des failles ou des mots, en fait, toujours, parce qu'il va y avoir une baston et tout ça. Faire le lien aussi avec dans son parcours et son expérience de journaliste. Mise en balance, la mythologie mise en balance. De journaliste aussi, c'est que son rapport aussi au polar et donc au journalisme, c'est quand même quelqu'un qui a connu aussi une presse dont on oublie, ou on ne sait peut-être pas aujourd'hui, qu'il y avait une presse aussi à caniveau. La presse de bon marché, enfin le Sun, comme il faut gonfler aussi les histoires, il faut les rendre bigger than life, etc. La rivalité aussi avec les autres journaux, c'est aussi le thème. Et ça, c'est très présent chez Fuller aussi. Le côté bigger than life. Fabrique de cinéma, c'est ça aussi qui est là. C'est pas totalement con la version française du titre Violence à Park Row, parce qu'au final, c'est le sujet du film, c'est les rivalités les différentes formes de violence qui font que ça va monter crescendo, et à savoir ce qu'on disait tout à l'heure, comment est-ce que les vrais journalistes vont se placer face à la fausse information. Et aussi de récupérer aussi des informations en étant journaliste, comme aussi en jouant un rôle auprès d'une victime, ou en faisant pleurer les personnes. Je crois qu'il en parle dans ce documentaire là, avec Tarantino et puis Tim Robbins. Ça, c'est assez exceptionnel. C'est qu'il sait très bien que le travail du journaliste aussi, c'est vraiment dans la merde. C'est vraiment fouillé. Il y a un truc qui est marrant en fait, ça énerve le cinéma aussi. Quand j'ai revu Park Row, c'est que t'as un truc, donc c'est quand même quelqu'un qui a une très haute idée du métier de journaliste. Là, comme on le disait, des mecs intègres contre la presse de caniveau, c'est vraiment qui pourrait presque passer comme un truc qui serait dit, qu'en fait ça m'a fait penser à la saison 5 de The Wire en le revoyant, de David Simon, qu'il apparaît au gouffre chimère aussi, le gouffre chimère de Billy Wilder, qui donc c'est pareil, qui sont différentes créations qui montrent les différentes mouvances de journalistes, que ce soit des mecs intègres qui essayent de faire leur taf mais qui seront en fait bouffés par
par d'autres journalistes qui vont essayer de faire grossir des histoires, de faire en fait un pataquès de rien. C'est ce qu'on voit dans la saison 5 de The Wire avec le tueur en série, c'est ce qu'on voit dans le Gouffre chimère avec le personnage de Charles Tatum, et donc c'est ce qu'on voit là avec les différentes journalistes du Globe contre le Sun, qui est un peu la grosse institution. C'est qu'ils apparaissent un peu comme des justiciers du journalisme qui sont gonflés par des grandes figures et dont la statue de ça va plus loin en fait, c'est parce que comme je disais un peu avant, c'est plus des justiciers de la démocratie américaine, plus que du simple journalisme. Parce que c'est vraiment un truc qui est extrêmement important pour lui. C'était pour ça qu'il s'était c'est sûr que le propos, engagé. Après, il élargit. Il y a un plan qui correspond parfaitement à ce que vous venez de dire dans le parcours, c'est qu'à un moment, il y a la baston donc avec le rédacteur en chef du Globe qui capte qu'on est en train de lui mettre par derrière avec des graviers, qu'on lui met à l'envers, qu'on lui bourre le cul de paille en gros. Et il va pour mettre une patate de forain à son rival. Et là, il y a un plan zénithal sur la statue de Greeley avec Greeley en fait qui juge en fait. Qui est en contre-plongée, qui est en plongée sur le perso principal. Une pure plongée et qui va juger en fait du coup cette espèce de traître à la démocratie américaine et dire je te juge et regarde, moi mon acolyte, mon élève en gros, il va te mettre une bonne marave et c'est bien fait pour ta gueule. Mais ce plan-là est extrêmement intéressant. Mais en même temps, le perso principal, on ressent pas forcément grandi parce qu'il cède aux pulsions. Les mots, parce que on est toujours dans la balance avec Fuller. La balance, elle n'est jamais totalement équilibrée. C'est toute l'ambiguïté des Ce qui est assez chouette aussi dans le film, c'est que Fuller, il apparaît en gros à travers la figure du petit garçon. Du Paperboy, justement. Oui, voilà. Et ce qu'on disait tout à l'heure, la figure des enfants, elle est assez présente dans son cinéma. Le regard de l'enfant sur le monde adulte. Comme une vision de cette violence-là, dont d'ailleurs l'enfant va en être victime dans le film. De toute façon, les enfants dans le cinéma de Fuller en ressortent rarement indemnes, quoi. C'est-à-dire que c'est eux qui vont être les premiers réceptacles de la violence du monde qui les entoure. Et qui en même temps, on en parlera la semaine prochaine, peuvent aussi trouver par le biais des images, on va dire, une issue plus heureuse que a priori, même si c'est après compliqué. heureux, c'est une notion assez relative dans le cinéma de Fuller quand même, parce que c'est quand même voilà, parce que c'est quand même pas un truc très joyeux de manière générale. Quand même le cinéma de Fuller a ça qui est quand même hyper chouette, c'est que c'est en termes de spectacle, c'est en général souvent mortel, que ce soit 40 tueurs, quand tu vois Barbara Stanwyck avec ses 40 cavaliers qui chevauchent, qui est absolument magnifique, que ce soit ses films de guerre, dont les scènes d'action sont toujours hyper chouettes. On parlait de pulsion aussi, et c'est vrai que mais quand même, tous les films de Fuller, tu as quand même un petit goût de merde dans la bouche, quoi. Que ce soit La Porte chinoise ou bien House of Bamboo, donc deux films qui se passent avec un à Los Angeles et l'autre donc au Japon. Ils sont quand même c'est pas mal. Après il y a ce côté pour revenir sur le côté Maverick, la rue, j'ai lu sur DVD classique, donc salut Olivier, que Fuller est un grand admirateur en fait de Romy Louvert. Donc en fait c'est pour ça qu'il aime bien filmer la rue et c'est pour ça aussi un petit peu les après il est quand même beaucoup moins moraliste qu'un mec comme Rossellini, quoi. Il est quand même moins donneur de leçons et un peu moins pédant en fait que Rossellini. C'est compliqué, mais qui en fait je trouve que Rossellini il a quand même un côté un peu racoleur. Que ce soit dans Rome-Ville ouverte ou dans le parcours est plus problématique déjà par rapport à la guerre. J'ai l'impression que chez Rossellini il y a quelque chose qui va vers l'ouverture, alors que peut-être l'ouverture au fascisme. Je sais pas. Peut-être que Fuller c'est plus concentré. Je veux dire, l'intrigue est plus concentrée. En fait, par rapport peut-être aussi au cinéma et au cinéma américain, là, c'est peut-être aussi un vrai moderne dans ce sens-là. Puis c'est surtout que vraiment la modernité au sens où il y a l'efficacité du cinéma américain, surtout qu'on n'a pas en Europe. C'est surtout dans les années 50-60. Vu qu'ils bossent quand même, certes, un peu comme on sait, dans des petites économies, mais dans le cinéma américain, que ce soit dans le cinéma B ou dans le cinéma de grands studios, il y a quand même cette notion d'efficacité narrative, quoi, qu'on n'a pas dans le cinéma européen, qui a quand même souvent tendance à plus s'éparpiller dans des méandres psychologiques ou mais je ne sais quoi. Chez Fuller, c'est quand même incroyable à quel point c'est sec, t'as pas un pet de gras dans ces films, quoi. T'as rien à retirer en termes de montage ou en termes de construction dramatique. C'est assez affolant. Mais c'est plutôt sur le parcours des personnages en fait où il y a une amertume, il y a toujours c'est pas blanc ou noir. Et chez lui on est vraiment dans des zones grises justement, je disais la faiblesse, la pulsion, et tout ce qui fait aussi l'humain en fait. T'as ça dans La Porte chinoise par exemple. Le perso principal qui justement est une genre de, qui est
qui est basiquement une pute qui a eu un enfant avec un soldat américain qui l'a abandonné, qu'elle retrouve 6 ans après. Et c'est comment est-ce qu'ils vont se balader dans les frontières vers la Chine pour aller faire péter un dépôt de munitions. Et ça va être toute la relation d'amour-haine, d'attirance et de défiance entre l'héroïne et le personnage principal. Avec au milieu de ça un enfant métis justement. C'est quand même des films qui sont très rugueux, quoi. On est vraiment, et c'est vrai qu'il va pas y avoir en termes de parcours et le côté initiatique ou le parcours du héros, même si on veut, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, complexe chez Fuller. Dans 40 tueurs, il n'y a pas de résolution, le personnage de Stanwyck, véritable, etc. Non, ouais. Dans 40 tueurs, c'est quand même un personnage incroyablement complexe. Le personnage de Barbara Stanwyck, qui donc est une femme qui gère un gang où elle a 40 hommes. Voilà. De 40 hommes dans sa troupe et comment est-ce qu'ils vont comme Carla dans la vie d'ailleurs. Exactement, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un personnage qui en plus assez rare, outre certes Barbara Stanwyck avait déjà quand même cette aura de femme forte et de femme puissante dans les films qu'elle interprétait, mais là pour le coup je trouve qu'elle a rarement aussi bien mené, parce qu'effectivement c'est un film sur le matriarcat et sur justement ce contrôle qu'elle aura sur ces différents hommes. Enfin c'est du patriarcat mais qui est inversé du coup. Tout à fait. Enfin, ça pourrait, en gros, ça pourrait être un genre de harem que elle va diriger. Exactement. Et qui mène littéralement par le bout du dard, quoi. Exactement. Ouais. Après, sur la place des femmes de Fuller, même dans Pick Up on South Street, le personnage principal est joué par Richard Widmark, mais ce que fait Jean Peters est absolument prodigieux, parce qu'on pourrait croire que ça serait juste un personnage de façade au début. On va pas parler de la tension érotique de ce film qui est absolument incroyable. Un petit peu, un poil prodigieuse. L'introduction de ce film, rien que pour ça, c'est interdit au moins de 18 ans, hein. Mais au final... Il y a quelques métaphores de cul, ouais. Oui, un petit peu. Mais c'est au final, finalement, c'est elle qui va régler... J'ai précisé sa pensée, hein, ok, vous n'auriez pas compris. Mais au final, en fait, c'est elle qui va régler... c'est elle qui va régler le business, en fait. Richard Widmark est un faux héros parce qu'il va pour faire des conneries. Son amant, donc, qui est Joey... est un espèce de mi-bon, mi-con, tu sais pas trop ce qu'il est. Et finalement, c'est Jean Peters, donc le personnage de Candy. Donc, ce qu'on devine être une prostituée qui est prise en tenaille en fait entre ces deux hommes, qui finalement c'est elle qui va solutionner le truc et c'est elle qui va réussir à faire libérer délivrer, et c'est grâce à elle et à son action que son couple en fait va pouvoir continuer à vivre, quoi. Et c'est extrêmement intéressant. C'est dit en sous-main. On est quand même à cette époque-là, on est en 53. On est en sous-main, mais c'est pas pour rien. C'est vrai qu'il tourne beaucoup quand même. En plus, il tourne hyper vite, hein, parce qu'il fait. C'est des temps de tournage, des durées de tournage qui sont très très courtes. C'est un film par an, quoi. Et par exemple, The Naked Kiss aussi, c'est quand même un film où il est question en creux, notamment de pédophilie. Et il fallait quand même aussi faire ce film-là avec tout, on va dire, l'ambiguïté, qui est un film très très vénéneux. Surtout que Hollywood à l'époque, comme maintenant je pense, c'est pas les pédophiles qui moquaient dans le milieu, quoi. Non, mais il y a quelque chose là encore, et c'est vrai que cette ouverture de Naked Kiss, on la dévoile, on t'en a dit un peu, mais il faut vraiment le voir pour le croire. C'est vraiment coup de poing. En effet. Et donc, je pense qu'on pourra finir rapidement parce qu'après on n'aura plus le temps. Mais donc, c'est un film qui est assez important pour lui parce que c'est un des rares films qui fait vraiment en dehors du territoire américain, qui est House of Bamboo, la maison de bambou. Donc, qui, comme je disais, se déroule au Japon, qui est en fait un polar, une intrigue assez classique de polar, mais qui se déroule au Japon. Oui, c'est un film noir aussi. Voilà, film noir, mais donc au Japon, qui est en couleur, parce que un de ses premiers en couleur d'ailleurs, je crois. Ouais. Peut-être le premier, je sais plus, dans un Technicolor CinemaScope flamboyant. Oui, c'est son premier. Non. C'est Elle aurait un c'est pas mal. Le démon des eaux troublées. Le démon des eaux troublées. Et c'est vrai que Fuller, dans pas mal de ses films, il montre quand même une certaine une fascination à la fois pour la culture asiatique et pour le cinéma asiatique. Là, je pense notamment, du coup, évidemment, ça sera les films de Kurosawa. T'as même des trucs qui viennent des films d'Ozu, dans certaines séquences plus intimistes de repas, tout ça, de discussion, qui est un truc qui est vraiment typiquement du cinéma japonais plus que du cinéma américain. Je te pose une question du coup, mais qu'est-ce qu'il en ressort d'ailleurs dans le livre Le choc et la caresse aussi? C'est-à-dire que c'est à la fois des études et ensuite des notules par film. Ouais, mais c'est des bonnes notules quand même, en général, c'est plutôt un 4-5 pages par film. Mais est-ce qu'il y a des choses qui, on va dire, renouvellent un peu ou qui donnent des pistes un peu étonnantes Ouais, il y a des trucs pas mal. Que ce soit dans l'analyse des films ou... Même si pourtant c'est sur des films qui ont été pas mal traités comme
Run of the Arrow, le jument des flèches, qui aussi contient un personnage de traître métis qui est joué par Steiger, qui est absolument passionnant. Il y a vraiment pas mal de choses, parce que c'est vrai que ça aborde quand même beaucoup de choses. On parlait du caractère érotique et puis censé du cinéma de Fuller, t'as quand même un article de 15-20 pages dedans qui revient tout là-dessus, et sur toute sa filmographie t'as des choses assez c'est assez mastoc. Après t'as des trucs qui sont quand même plus, je passe notamment au texte de Jean-Marie Samocki sur Lee Marvin, sur le vieillissement de Lee Marvin, qui en fait pour le coup je trouve totalement à côté de la plaque, parce qu'il raconte quasiment rien, quoi. C'est-à-dire qu'il parle vraiment, c'est plus intéressant quand il parle du corps vieux de Lee Marvin plutôt que quand il est jeune, parce qu'il a fait genre un épisode de série télé avec Samuel Fuller, et du coup il va mettre ça en relation. Il y a un article, c'est ça, tu disais sur, tu m'en parlais avant l'émission, sur la télé. Sur la télé, en fait, voilà, donc, on reviendra la semaine prochaine, mais donc sur la fin de sa carrière, donc quand il était en Europe, il a fait beaucoup de trucs sur la télé, et c'est un article qui est vraiment très très bien et hyper documenté de Mathieu Macheret sur les productions télévisuelles de Samuel Fuller. Donc voilà, malheureusement, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc la première partie de la carrière de Samuel Fuller, on y reviendra la semaine prochaine pour parler notamment de son rapport aux images documentaires et aux images de fiction au réel. Bien disponibles. Les films sont bien disponibles, sont quasiment tous sortis en France dans des éditions DVD ou bien au Blu-ray maintenant. Donc n'hésitez pas à aller voir ça tout de suite. Les coups de cœur, mon cher Erwan Flockley. Eh ben, c'était revoir Man on Fire de Tony Scott. C'est un film qu'il est bon à revoir. C'est un film qui est vraiment mortel. Oui, on va dire ça. Très à la fois qui date, ça y est, ça commence un peu 2004. Il y a des petites choses et en même temps non, quoi. Non, c'est parfait. C'est quand même Tony Scott, et puis c'est son plus grand film. C'est son plus grand. C'est sans doute son plus grand film. J'hésite un peu. Mais c'est vrai que ce personnage de Denzel Washington, en fait, est quand même qui n'a jamais été aussi bon. Bon, après, pareil, on dira pas de la merde sur un film qu'on n'a pas vu, mais je vais quand même le faire. Mais je pense que sur la question de la vengeance personnelle, c'est peut-être autre chose que le Death Wish de Eli Roth. Ça, oui, vraisemblablement, entre un génie et une grosse merde. Non, puis c'est un personnage à la fois fascinant, et puis se dire aussi que Dakota Fanning quand même était exceptionnel dans le film. Mais vraiment exceptionnel. Et le carton final, merci au peuple mexicain. Mais de toute façon, tout là-dedans, la mise en scène. Il y a beaucoup de choses à dire sur la mise en scène dans Man on Fire. On y reviendra un jour. Notamment l'utilisation c'est aussi une marque de fabrique chez Tony Scott, c'est les cartons. C'est-à-dire l'utilisation du texte dans l'image aussi. Enfin, il y a tout un truc joué à la fois sur les sous-titres et puis le texte à l'image. C'est carrément fleuré. Moi, ça sera un bouquin, donc Politique des zombies, l'Amérique selon George A. Romeo, sous la direction de Jean-Baptiste Toré, recueil de textes qui extrêmement intéressant, qui revient donc sur, à l'époque, la tétralogie, donc parce que ça s'arrête à Land of the Dead. En même temps, il fallait mieux s'arrêter là. Voilà, mais qui revient un petit peu aussi sur la figure plus classique du zombie, donc très petit bouquin de 150 pages qui se lit comme une lettre à la poste. On apprend plein de choses, ça confirme d'autres choses. Voilà, un bon bouquin de cinéma qui est bien sur un grand cinéaste. Carlos. Alors, moi, c'est un truc qui m'est revenu comme ça. C'était je sais pas comment on peut retrouver ça d'ailleurs. C'était Roberto Benigni qui faisait une analyse sur la télé italienne de la Divine Comédie de Dante sur plusieurs épisodes. Il faisait ça en public et j'ai un souvenir que c'était assez génial. Donc, voilà. Okay. Gal. Moi, ce sera l'épisode 3 et 4 de la film, série, cinéma Senses. Happy Hour. Donc ça sera deux choses totalement différentes. Donc c'est le Kimono pourpre de Samuel Fuller, dont on parlera peut-être la semaine prochaine. En tout cas, je pense, est un de ses meilleurs films. Et dans un tout autre style, parce qu'on me l'a fait revoir la semaine dernière, Ma femme s'appelle Maurice de Jean-Marie Poiré. On ne changera pas. Est fascinant pour l'incroyable abattage de jeu de Régis Laspalès, qui, alors là, ça m'a provoqué des fous rires de joie, quoi. C'était formidable. Donc c'est différent, mais c'est ça. J'avais oublié que ce film existait. Tu devrais. Après, il a pas fait de film pendant 15 ans, hein. Le pauvre exilé, quoi. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler du formidable cinéma de Samuel Fuller. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine édition. Ciao, bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut.